Je voudrais revenir sur le bilan d'une action du gouvernement et du Premier ministre, c'est-à-dire depuis le 13 décembre 2024, date de son entrée à Matignon. Je voudrais revenir sur cette période en balayant peut-être tous les textes qui ont été adoptés les uns derrière les autres et qu'on a peut-être oublié parce que dans l'animation, l'agitation de la communication, de l'actualité, eh bien, beaucoup d'événements parfois nous échappent. Mais ce qui ne nous a pas échappé, c'est quand même une forme de crise institutionnelle, de crise politique, de crise parlementaire. Et François Bayrou, lorsqu'il arrive à Matignon, est confronté d'une part à de fortes tensions budgétaires, au fait qu'il n'y avait pas de budget, puisque le gouvernement Barnier est tombé sur la question budgétaire, et une difficulté de dire est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le Parlement peut accoucher de textes. Eh bien, je voudrais revenir sur cette période en soulignant justement qu'il y a bien eu un travail parlementaire réalisé, contrairement à la perception qu'en a eu beaucoup trop de nos concitoyens. Et je voudrais très concrètement illustrer mon propos en disant que cette période a bien été utile pour la République et pour la France. Je voudrais très concrètement illustrer finalement ce retour sur cette actualité écoulée, et qu'on a tendance à oublier très vite, je le disais il y a un instant, par le sujet de l'agriculture et tous les thèmes qu'il y a eu autour de la crise agricole. Souvenons-nous, janvier 2024, nos agriculteurs sont descendus avec leurs tracteurs pour barrer les routes, pour manifester. Et à ce moment-là, toute la classe politique va au chevet du monde agricole, redécouvrant des problématiques, semblant compatir et se disant, voilà où il faut agir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des réunions de travail avec les agriculteurs, et puis il y a eu un travail ensuite au Parlement. Et on est arrivé, et ça c'était sur l'année 2024, avant la dissolution, à la présentation d'un projet de loi. Hélas, la dissolution a frappé, il a fallu remettre l'ouvrage sur le métier, et c'est ce qui s'est passé sur cette année 2025, où nous avons pu voter une loi sur la souveraineté alimentaire, et puis le renouvellement des générations. C'est un acquis important. Je crois que ça contribuera à redonner confiance aux agriculteurs. Mais il y a eu autre chose, des textes plus modestes, comme celui pour la lutte contre le frelon asiatique, pour défendre notre apiculture, et puis, bien sûr, le débat sur la simplification d'un certain nombre de procédures en agriculture. Et on se souvient, bien sûr, de l'adoption du texte. Et ce n'est pas terminé, nous y reviendrons. Dans ce contexte, toujours aussi délicat, nous avions aussi à nous pencher sur les grands sujets de société. Et je voudrais revenir en quelques mots sur les questions autour du développement durable, la transition écologique. Et nous avons eu notamment l'adoption d'un texte qui destiné à remplacer les centrales à charbon. Donc voilà, c'était une première avancée. Et puis un travail aussi sur les textiles très polluants. Pour illustrer l'activité parlementaire et gouvernementale sur cette période, il y a eu à mener un chantier considérable en faveur de nos amis ultramarins, je pense à Mayotte, au texte sur la refondation de Mayotte, puisque vous savez qu'après le typhon, cyclone, je ne sais plus comment l'appeler, cette terrible tempête qui a complètement rasé l'île, eh bien, il faut, pour les pouvoirs publics, remettre en place une politique qui corresponde aux besoins énormes sur cette île, et qu'on le fasse en belle intelligence avec tous les représentants, tous les acteurs de Mayotte. Il y a eu aussi un sujet avec l'indemnisation des victimes du chlordécone, puisque nous avons malheureusement utilisé ce produit dans les bananeraies, et c'était nécessaire d'apporter une réponse à toutes les victimes de ce terrible produit. Au titre des priorités de l'action gouvernementale, on retrouve
bien sûr des textes qui visent à interdire des produits nocifs pour la santé. Et on pense bien sûr à la jeunesse, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Je voudrais dire qu'il y a eu notamment un texte sur le protoxyde d'azote, une interdiction. De même qu'on a travaillé sur le vapotage. Alors vous allez dire c'est assez léger, mais il n'empêche qu'on a souhaité interdire l'usage unique des vapoteurs. Je crois que c'est plutôt une bonne mesure qui va dans le sens de la réalité, que nous espérons meilleure pour la santé. Vous savez qu'il y a une grande attention sur ces sujets. Alors je crois qu'il faut que le législateur travaille à respecter les aspirations partagées par le plus grand nombre de nos concitoyens. Sur cette période, je dois dire aussi que j'ai enregistré avec une très grande satisfaction l'adoption définitive de la proposition de loi reconnaissant l'homicide routier. Sincèrement, il fallait y arriver. C'était un long cheminement, ça a été très bien travaillé, notamment par mon collègue Éric Proget. Et je veux dire que je m'y suis associé parce que j'avais été sensibilisé par des familles lourdement touchées par des drames qui relevaient vraiment de situations inacceptables. Je voudrais aussi parler de la lutte contre le narcotrafic. C'est un enjeu majeur. Vous savez que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, et qui est aujourd'hui à la justice, a beaucoup pesé sur, j'allais dire, sur les travaux qui ont été conduits de manière assez large pour mener vraiment une action déterminée sur nos territoires et à l'échelle bien sûr nationale, en modifiant le code pénal et en ayant une action vraiment volontariste. Je ne peux pas ne pas aborder la question des relations entre l'État et les collectivités territoriales, sur une période où les perspectives d'économie, de plafonnement de dépenses et de coups de rabot amènent beaucoup d'acteurs, beaucoup d'élus locaux à s'interroger, à même douter de la qualité et de la confiance qu'on peut placer les uns dans les autres, alors qu'il y a un vrai sujet de démocratie locale, il y a un vrai sujet de décentralisation. Donc il y a eu, je crois, un beau travail d'approche sur l'amélioration du statut de l'élu local, cela dans la perspective des municipales. Il faut permettre à plus de nos concitoyens de s'engager dans le débat local. Il y a aussi un vrai sujet sur des projets, j'allais dire, qui ont tardé et où on a eu des difficultés techniques. Je pense à la compétence eau et assainissement. C'est un vrai sujet pour les collectivités et il y avait un transfert de compétences qui n'était pas terminé. Et je crois qu'on a trouvé une solution qui donne satisfaction vraiment, je crois, au plus grand nombre. Et puis il y a eu d'autres initiatives. Moi j'ai personnellement déposé une proposition de loi pour la démocratie locale. Mais j'ai participé à beaucoup d'autres travaux dans le cadre de missions au sein de la Commission des finances pour suivre l'évolution de la péréquation par rapport aux fractures territoriales. Donc ça c'est un rapport. C'est aussi une proposition de loi sur la démocratie locale. Mais il y a eu beaucoup d'autres initiatives. Je pense au mode de scrutin permettant la parité, même dans les communes les plus modestes. Ça c'était important. Et puis pour Paris, Lyon, Marseille, ce n'est pas terminé. Nous attendons la décision, je crois, du Conseil constitutionnel. À côté du travail législatif national, je crois que c'est aussi important de faire le lien avec les territoires. Et vous savez, après l'épisode terrible des inondations du 17 octobre 2024, nous avions eu quelques frayeurs par rapport j'allais dire, au rôle de l'État pour accompagner les collectivités, pour remettre de l'ordre en état, réparer tous les désordres. Et là, je crois que c'était important d'avoir un dialogue nourri avec les services du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère des Finances. Et je trouve que pour la prise en compte des inondations, eh bien, nous avons plutôt bien progressé. C'est vrai sur la question des assurances, où les collectivités ont été entendues, et puis également pour s'assurer que les dotations pourront suivre, même si nous savons que ce n'est pas aussi simple, parce que c'est une approche globale et qu'il y a souvent des critères
et qui viennent affaiblir les dispositifs. Donc il faut qu'on travaille vraiment dans la précision. En fait, on peut se rendre compte, si on se documente et si on suit les sites internet, par exemple, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, qu'il y a eu pas mal de textes, beaucoup de textes examinés. Ça n'a pas toujours été facile, c'est évident, puisqu'il y a, je prends pour l'Assemblée nationale, 11 groupes parlementaires, qu'il n'y a pas de majorité, tout ça est bien connu. Mais il y a quand même eu un socle commun pour adopter plus de 40 textes, ce qui n'est pas rien. Et puis je voudrais dire que dans les 2 textes budgétaires qui ont pu être adoptés en février 2025, pour l'État, budget de l'État et le projet de loi de financement, la loi de financement de sécurité sociale, vous avez tout un tas de dispositions applicables. Et donc le pays n'a pas cessé de fonctionner, au contraire. Et par contre, c'est une période qui a été, à mon sens, utile parce que la représentation nationale a pris l'habitude de travailler de manière beaucoup plus transpartisane, beaucoup plus collaborative, et j'espère que ça permettra de travailler sur des compromis nécessaires et qui permettront de déboucher, je l'espère, sur une vraie activité législative, réformatrice, et puis bien sûr, sur le plan budgétaire, à redresser nos comptes publics. C'est une nécessité, c'est l'impératif du moment.